Paroles de Breton, le podcast qui donne la parole aux Bretons de la campagne et les croit sur parole. Bon bah voilà, on est parti. Donc aujourd'hui un numéro un petit peu particulier une fois de plus, puisque nous sommes à Ploëzal dans la médiathèque et nous avons en face de nous des personnes qui sont passionnées par la généalogie et une fois de plus, c'est Anne qui nous a trouvé ces personnes. Mais dis-moi Anne, comment as-tu trouvé ces personnes qui s'occupent de généalogie ? Nous étions à l'Assemblée Générale d'une association qui donne des cours d'informatique et là je rencontre André qui donne des cours de généalogie à Plusunette depuis combien de temps déjà ? 4 ans. 4 ans, voilà. Et François qui lui va démarrer cette année à Ploëzal. C'est-à-dire qu'il va démarrer en tant que professeur. prof. Ah d'accord, ouais. Ok. Alors François, prêt pour cette année scolaire qui débute ? Oui, sans problème. Bon. Alors, donc l'idée, voilà, nous on sait que la généalogie passionne les gens. On sait que c'est un gros succès pour les cours de la fameuse association PATG Informatique. Et donc l'idée, c'est pour nous de savoir aujourd'hui comment ça se passe, comment on recherche, pourquoi on fait ça, enfin tout ça. Et donc ma première question, ça sera, mais pourquoi on recherche ses ancêtres ? Tout simplement parce que rechercher ses ancêtres, c'est tout simplement rechercher l'histoire de sa famille. C'est aussi regarder dans le temps, faire le lien avec l'histoire. Et pour moi, c'est venu presque automatiquement. J'avais fait un remplacement en mairie de Plusunette. Et tout ça pour payer pour mes études. Et je manipulais les registres d'état civil pour tout simplement répondre aux questions des gens. Et puis j'ai dit, moi aussi, je vais peut-être chercher. Et comme par hasard, pour ma maman, pratiquement la généalogie se faisait sur Plusunette. Petit à petit, je suis rentré dans les registres et j'ai fouillé de plus en plus et je me suis passionné petit à petit et pour vraiment arriver très loin dans mon arbre généalogique. Et toi, François, c'est venu comment ? Alors c'est venu drôlement, c'est en 1994, à la suite du décès de mon père, qui m'avait posé une question, enfin pas une question, mais qui m'avait posé une énigme, qui m'avait dit que François Le Goisio avait existé, et c'est comme ça que ça a démarré. Et alors, qui est François Le Goisio ? Tu as voulu le retrouver, ton homonyme, dans ta généalogie. Voilà. Ah d'accord. C'est ok. mon arrière-grand-père. Ah oui. Et l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père portait aussi le prénom de François. Donc en fait, si je comprends bien, c'est plus une envie de retrouver sa famille au départ, enfin de ses origines. Je pense quand même qu'il y a aussi une histoire. Généralement, les généalogistes sont intéressés par l'histoire aussi, la grande histoire, et puis ils veulent qu'on écrive la petite histoire aussi, la leur. D'accord. Et donc, alors, moi je suis néophyte total, je vous préviens. Anne, je sais pas, toi ? Totalement neuf. Totalement. Bon, moi c'est bon, on va poser des questions formidables, tu vois. Donc l'idée, c'est parce que nous on a une sorte de vision, d'image d'Épinal du généalogiste qui va chercher dans des grands grimoires tout ça. J'imagine que c'est complètement dépassé comme vision. Alors, la recherche se fait dans des registres. Alors les registres les plus récents sont des registres d'état civil avec, on va trouver les naissances, les mariages et les décès, mais on va arriver en poussant un peu plus loin à l'époque de la Révolution, où là les registres étaient totalement différents et il fallait vraiment déjà les exploiter. Puis avant, donc 1792, 1794 suivant les communes. Avant, c'était des registres de BMS. Donc, c'est quoi ça, BMS ? Alors, baptême, mariage et sépulture. Et c'était tenu par les religieux, donc par les curés, ouais. Voilà. Et là, il y avait donc, une autre façon d'écrire
les actes qui ne correspondaient pas vraiment à ce que l'on trouve actuellement, souvent très incomplets. Et donc, il fallait vraiment chercher. Et les BMS avaient une particularité, c'est que, par exemple, pour les mariages, on avait des fois pour un mariage très peu d'informations. Et si on poussait un peu plus loin, et si on trouvait les fiançailles, là, il y avait des fois beaucoup plus d'informations. D'accord. Et tout ça, Mais bon, le problème, c'est que c'est relativement complexe, des fois, de chercher les parents. Parce que des fois, les parents, on va trouver peut-être quelques indications, mais des fois, en fouillant, en allant plus loin, on peut trouver d'autres informations. Et il faut savoir qu'il faut éplucher les registres de A à Z. Mais quand tu parles de registre, c'est un grand livre poussiéreux avec des pages qui tombent en poussière, ou tout ça est numérisé bien propre, entre guillemets. La numérisation, elle s'est faite, je dirais, assez récemment. Et actuellement, pour les codes d'Armor, la numérisation s'arrête, je dirais, pour Plusunet en 1922. Pour d'autres communes, ça peut être moins. Mais si on prend d'autres départements, la numérisation, elle s'arrête seulement peut-être en 1902. Et après, quand on remonte le temps, pour Plusunet, par exemple, on peut trouver des actes de naissance de 1535. Et alors toi, François, tu cherches pareil, mais comment vous faites pour les anciens, ceux qui ne sont pas numérisés alors ? Ceux qui ne sont pas numérisés, il faut aller aux archives départementales. Donc tout est là, en fait. Oui. Le plus Parce gros. qu'il y a les registres paroissiaux et d'état civil, mais il y a aussi les registres notariés, les archives. Les actes notariés, ça vous sert aussi alors ? Oui. J'achète un bout de terrain, un truc comme ça ou... À une certaine époque, sur certains actes, on retrouve certaines personnes qui font partie de la généalogie. Donc, on sait qu'il habitait à tel endroit, qu'il avait acheté ça, et puis que les histoires qu'on trouve à l'heure actuelle chez les notaires, on retrouve les mêmes histoires dans le temps. Alors, comment ça se passe ? C'est-à-dire que je recherche la famille Lehonsec, par exemple, qui est une famille bien bretonne, et ça s'arrête en 1920, puisque quelque chose comme ça. Comment je fais ? Je vais aux archives, je dis bonjour, je viens chercher quelque chose. Comment ça se passe ? Il y a deux façons. Soit vous le faites de façon numérique. La demande, tu veux dire, numérique ? Vous allez sur Internet. Donc ça veut dire que quelqu'un va chercher pour toi ? Non, mais vous pouvez chercher vous-même. Alors, vous avez des sites pour cela, et les archives départementales ont numérisé, comme je dis, la plupart des actes, comme je disais. Mais si c'est avant la date au 19e, parce que nous, on a compris. Oui, mais tout est numérisé. Là, tout est numérisé. Oui. Y a un travail énorme qui a été fait. Tout est numérisé. Bon, après, comme je vous dis, nous avons un avantage dans les codes d'Armor, c'est que la numérisation a été quand même faite assez loin. On peut remonter jusqu'à 1600, 1500. Et donc, tous les registres, que ce soit d'état civil, que ce soit donc les registres BMS, donc des religieux, tout a été numérisé et vous avez des tables décennales qui sont donc pour la partie état civil qui vous permettent de retrouver des noms. Donc si moi par exemple... Tu veux dire qu'ils font une sorte de truc, de liste alphabétique sur cette décennie, dans les A il y a un machin, dans les B... Voilà. Vous avez donc la possibilité d'aller voir les tables décennales. Alors moi, pour ainsi dire, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'informatique. C'était dans les années 1970 et il fallait aller dans les communes, au niveau des mairies et fouiller justement ces registres. Et on en trouve des fois qui étaient bien poussiéreux, même certains qui étaient presque mangés par les souris. Et oui, parce que ce sont des registres qui ont été rangés. Alors il faut savoir que certaines communes ont perdu leur registre parce que il y a eu des périodes dans la Révolution où on a brûlé donc des documents. D'autres n'ont pas voulu les garder. Alors, comme tous ces registres pour la plupart sont faits en 2 exemplaires, nous avons la chance d'avoir un exemplaire qui se trouve donc à la préfecture. Et donc c'est cet exemplaire qui a été numérisé
et qui permet des fois de sauver la situation. Alors au départ, il fallait aller à Saint-Brieuc, mais bon, moi, quand j'ai commencé, comme ma famille, bon, on va dire elle est trégoroise, ma maman est née à Plusunette, et je dirais l'arbre va tourner à Plusunette et autour de Plusunette, Ploirette, Tonquédec, Cavan. Mon papa est né, lui, donc tout simplement à Penvénan. Et là, son arbre va tourner. Il va nous refaire tout l'arbre généalogique de sa famille, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais va tourner autour. Donc pour moi, il fallait que je prenne la voiture et que j'aille me déplacer de mairie en mairie. Il n'y avait pas de numérisation. Et donc, j'ai fait ce travail de tourner les pages et de chercher. Alors François, combien de temps il faut pour refaire un arbre généalogique d'une famille ? Parce que j'ai aucune idée. Enfin, bien sûr, c'est sûrement variable, mais je veux dire, disons en gros. Disons qu'on peut y passer tout le temps qu'on veut. Oui, bien sûr. Ouais. Tu peux avoir fait ça en un mois, par exemple. Non. Donc dans un an. Non. Ça dépend comment on cherche, parce que si on est comme moi, qu'on vérifie toutes les données qui sont données sur l'informatique, par exemple, vous avez des sites de généalogie qui donnent des données, mais c'est des pistes à suivre, mais il faut les vérifier. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Et alors, donc ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'il existe des sites, apparemment, dans lesquels il y a déjà des bases de données, on va dire, de choses qui ont été trouvées. Et là, comment tu fais pour vérifier ? Eh ben, il faut consulter les archives départementales. C'est-à-dire tu confrontes les données. Et donc, ce qui est une grande aide aussi, c'est qu'on a le Centre généalogique des Côtes-d'Armor qui a répertorié vraiment tout, qui travaille avec les archives départementales des Côtes-d'Armor, et ils ont des moteurs de recherche formidables. Mais quand même, les gens peut-être ne vivaient pas que dans les Côtes-d'Armor. Il y a peut-être dans les ancêtres des gens qui sont partis en Provence, à l'étranger, je sais pas quoi. Alors là, par exemple, je vais donner l'exemple de ma famille. Ma famille, nous, on était donc bretons du Trégor aussi, et puis à partir de l'arrivée du chemin de fer, c'est-à-dire à 1850-1900, tout le monde, comme il n'y avait pas assez de travail par ici, tout le monde est parti, ou à Paris. J'ai un grand-père qui est parti à Saint-Denis, et puis l'autre grand-père, il est parti au Havre parce qu'il a rencontré une famille de marins, donc il est parti naviguer sur les bateaux. Le chemin de fer a permis de désenclaver ça fait une hémorragie énorme de population dans les Côtes-d'Armor. C'est tout Bécassine et compagnie, c'est ça, oui, voilà. Oui, je me rends bien compte. Et donc, là, tu confrontes les trucs, et après, par exemple, tu peux leur dire qu'il y a une erreur ? Ou c'est absolument inintéressant ? Ça dépend du site. Si c'est le Centre généalogique des Côtes-d'Armor qui a fait une erreur, il faut leur signaler pour qu'ils rectifient. Mais si c'est Généanet ou un autre moteur de recherche, ça dépend. Moi, je le fais pour ceux qui sont descendants. Voilà. D'accord. Okay. Mais vous avez des copistes. Vous avez des copistes qui copient des arbres généalogiques complets. Ah oui, d'accord. Okay. Et c'est facile de copier. Ils le copient et puis après, ils réalisent. Ils réalisent peut-être qu'ils ont fait une erreur. Le problème, c'est que ce soit Généanet, que ce soit Philae, on va retrouver les mêmes éléments dans les deux. Parce que il y a des gens qui copient tout tel quel. Et moi, par définition, il faut... quand je parle à mes élèves pour cela, je dis faites très attention, vérifiez tout, comme tu l'as dit François. Moi j'ai trouvé pour une famille, je dirais il y avait 200 réponses, il y avait la moitié de bons, c'est tout. Ah oui, et dans la moitié de bons, il y avait encore des erreurs. Et après, on ne sait pas qui est le premier qui a fait systématiquement, parce que les copies, c'est facile. Pour ça que moi, je suis... on utilise, comme tu disais, Généanet, Philae, comme outil pour avancer, mais par définition... Pour débrouiller un peu, quoi. Voilà. Ça peut aider, mais ça peut... j'ai eu une élève qui avait, dans les premiers cours qu'elle a eus, elle avait vu que Généanet pouvait donner pas mal de choses. Elle était rentrée chez elle, elle avait poursuivi sa recherche, et la fois suivante, elle me dit « je suis arrivée à Charlemagne ».
J'ai dit où. Nous avons regardé la première page. Sa maman était décédée avant qu'elle naisse. Ah Ah oui. zut. C'est un bon ça début. démarre mal. D'accord. Et alors, moi, je me suis posé une question de néophyte. Est-ce que vous faites des recherches avec l'ADN maintenant? Non, vous faites pas du tout ça. Non, Non. Non, mais parce que ça pourrait peut-être ouvrir des pistes dans d'autres pays. Oui, mais bon, quand... Alors, moi, je me suis penché sur le problème. Ouais. Je me suis posé vraiment la question si j'allais faire le test ADN pour Pour la suite. généalogie. Ouais. Et en fin de compte, avant de faire quoi que ce soit, j'ai commencé par me renseigner et puis écouter des gens qui étaient beaucoup plus pointus que moi et qui expliquaient qu'en fin de compte, l'ADN, les populations ont bougé. C'est l'ADN de maintenant. En fin de compte, ça... Malheureusement, c'est commercial en fin de compte. Oui, non, mais parce que c'est une C'est question de uniquement néophyte, hein. commercial. Parce que comme on entend toujours parler de gens qui tout d'un coup retrouvent un cousin au Canada ou Dieu sait où, je m'étais dit que peut-être ça pourrait aider pour la généalogie. Voilà, c'est tout. Oui, mais bon, alors on a tous des ancêtres qui peuvent être rois, qui peuvent être... parce que si on regarde bien, vous prenez un individu, il a 2 parents. Ben, les 2 parents, ça va faire, si on multiplie par 2, 4, et on va continuer comme ça. Et si on continue jusqu'à l'an 1000, on va trouver, je dirais, à peu près 8 milliards d'ancêtres. Ah, pas mal. Pas mal. Ouais. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas 8 milliards. On n'atteignait même pas au niveau du monde, Non, je d'accord, dirais, ok. le million. D'accord, ok. Et donc, automatiquement, bah, il y a on va dire, il y a ce qu'on appelle des implexes, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, à des générations, les arrière-grands-parents vont être frères et sœurs. D'accord. Et ce qui fait que, bon, on va dire, par exemple, le roi, un des rois d'Espagne, il devait avoir, je sais pas moi, 256 ancêtres à une génération, et malheureusement, il en avait moins de 100. Ça veut dire que il y a eu des croisements, et c'est pour ça que, notamment au niveau C'est la famille religieux, Boutin. il fallait avoir donc une autorisation Ah oui. pour justement les problèmes de consanguinité. Et Autorisé c'était- par le pape. Et alors, c'était l'évêque Ah, quand pardon. c'était... Et puis le pape, moi j'ai trouvé le cas d'évêque, l'évêque de Tréguier, mais j'ai aussi trouvé le cas d'un pape. Bon. Et juste pour revenir à des choses plus terre à terre, et donc des fois vous prenez votre voiture et vous allez sillonner la France pour aller voir d'autres archives départementales, pour aller... Alors, moi j'ai pas eu ce problème-là parce que pratiquement tout est ici, Ah oui. en Bretagne. Ah bah oui, évidemment. Il y a eu... Mhm. Si, j'ai dû aller quand même dans le Morbihan, à Pluvigné, mais bon, voilà. Ça reste accessible. Et toi, Moi- François? Moi, je suis allé à Caen pour faire des recherches aux archives militaires. Pour, Ah, parce qu'il y a aussi les archives militaires. bah oui. Bien sûr, évidemment. Attends, mais, quand non, tu- mais ça paraît. Quand tu veux dire archives militaires, c'est pas des naissances, c'est pas des mariages, c'est Ah non, c'est des c'est décès ou c'est des périodes de service? Non, c'est les archives militaires concernent tout ce qui est militaire en fin de compte, hein. Et les résistants et tout ça. Là, c'était le cas d'un résistant, un cousin à ma mère qui était résistant. Et donc, ils ont des dossiers complets sur les faits d'armes en fin de compte. C'est-à-dire qu'en plus de chercher qui a été qui et à quelle époque, quand est-ce qu'il est mort, qui il a épousé, machin, combien d'enfants il a eu, en plus de ça, tu as envie de connaître leur histoire. Là, par Ah bah exemple, c'était un résistant, il est parti dans le maquis à telle date, il a été capturé, il n'a pas été Non, il capturé. n'a pas été dans le maquis, c'est- il était à Paris, il Non, bon. était radio. Je dis n'importe quoi, mais... Donc en fait, il y a aussi ça, c'est de chercher bah oui. l'histoire de... C'est Ah pas... bah Et alors moi, Parce que bon, pour parler rapidement de l'histoire militaire, il faut savoir que bon, le service militaire, il était obligatoire. Bon, maintenant, on le fait plus. Mais donc, tout le monde devait donc faire ce qu'on appelle les 3 jours. Et automatiquement, on faisait ce qu'on appelle une fiche qui correspondait à l'âge de 20 ans, donc de la classe de l'individu. Ouais. Et donc là, on pouvait voir sur ce document, moi j'en ai trouvé pas mal, où on peut avoir donc où
il a fait son service militaire, ou s'il y a eu des faits de guerre, la Première Guerre mondiale, etc. Donc, retrouver par où il est passé. Et donc, ce document, des fois, peut aider à trouver les parents quand on est bloqué. D'accord. Parce que là, c'est indiqué. Et alors, donc là, imaginons qu'on prenne n'importe quelle une de vos deux familles. Vous faites comment pour... vous avez sur un mur un grand arbre avec plein de photos ou des documents, et puis vous les reliez, ou bien comment vous faites? C'est dans votre tête? Eh ben, moi, tout est numérisé. Et j'ai classé, parce que je fais des livrets de famille. Les livrets de famille datent de 1860, après 1870, quand il y a eu la période où la Prusse a envahi Paris, et donc la Commune de Paris, où ils ont brûlé toutes les archives de Paris. Et à partir de là, ils ont fait un troisième registre, c'est-à-dire le livret de famille, qui permet de savoir, ça permettait aussi de savoir l'orthographe exacte des noms, parce que les noms, vous pouvez avoir différents noms, surtout en Bretagne, vous pouvez avoir des noms bretons, Billan, Petit, c'est arrivé dans les arbres. Et donc, systématiquement, il faut... Donc tu dis que tu as tout numérisé, c'est-à-dire que tu ouvres un logiciel ou quelque chose, et dedans, il y a tout l'arbre généalogique. Oui. Ok, donc c'est là que c'est... C'est un logiciel spécial, je suppose. Non, c'est des fiches. Ah, d'accord. Des fiches. Un Mon grand arbre fichier est sur Généanet, mais j'ai fait des sauvegardes de fiches, je sais exactement ce que j'ai mis sur Généanet. Et donc là, sur le cousin Mathurin qui est né en 1800 machin, tu mets, je sais qu'il a été meunier. Je fais un livret de famille, c'est-à-dire que on a tous été enfants avec des parents, donc comme dans un livret de famille délivré par la mairie lors d'un mariage, et mes parents, ils ont été enfants de leurs parents. Donc voilà. Ah, d'accord. Okay. À chaque fois, j'ai les parents, les enfants. Et donc là-dessus, il y a la date de naissance, ou enfin ce qu'on a tous, quoi. Oui. D'accord, ok. Et là, il y a des professions là-dessus ou pas? Oui, il y a des professions. Ok, d'accord, ok. Il n'y a pas les professions quand on arrive au niveau des BMS, malheureusement. C'est quand on a l'état civil, comme tu disais, jusqu'à la Révolution. Quoi. Les curés ne notaient pas la profession. Oh non, c'était... Ça dépend. Ça dépend comment on était dans les arrières. Ah oui. Oui. Bon, mais ça fait déjà 27 minutes qu'on parle. Mais si je sais. Voilà. Et or, nous avons une règle qui est celle des 25 minutes, et là qu'on a explosé. Donc, moi, je voudrais juste poser une question. C'est quoi votre plus beau moment de généalogie, le moment où vous avez trouvé un truc et vous avez dit waouh, trop bien? Alors moi, je vais dire tout simplement, c'est bon. En plus, c'était des deux côtés. C'est quand j'avais vu donc dans un acte que le père, il était escuyer. Et escuyer du roi, ça sous-entend que si on cherche, on va trouver. Et donc, par ce biais, j'ai réussi à trouver donc une descendance donc par rapport à une ascendance par rapport à Arthur III de Bretagne, qui a été connétable. Et donc là, ça a été le Graal. Ah bah oui. Et toi, François? Alors moi, j'ai pas forcément de préférence. Non, mais sans une préférence, mais à un moment, tu vois, d'émouvant, d'impressionnant. Ce que je peux dire, par exemple, quand j'ai débuté la généalogie, j'ai appris que mon père et ma mère avaient une cousine germaine commune, qui s'appelait Germaine aussi. Parce que l'oncle de mon père, côté de sa mère, s'est marié avec la tante du côté de mon grand-père, du côté de ma mère. Ça, je pense que ça te parle, mais moi, c'est un peu obscur. Si, enfin, bon, tu vois, on se doute bien qu'il y a eu un truc. Voilà. D'accord. Et toi, Anne, tu as une question à poser? C'était la même. C'était la même. Pas concerté. Non, écoute, alors du coup, c'est plutôt bien, parce qu'on va finir là-dessus. Exactement. Bon, merci beaucoup en tous les cas d'être passé avec nous. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Parole de Breton, un podcast réalisé dans les locaux de la mairie de Pontrieux et un peu partout en campagne par Anne et Jacques.
Disponible sur tous les réseaux, mais aussi sur paroledebreton.bzh. Parole au singulier et breton au pluriel. Réalisation technique, Parole de Breton, musique The Joy Society.